Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un update lecture sur mes premières lectures de 2025. Donc toutes les lectures que j'ai lues entre le 1er et le 15 janvier, il y a du très bon, donc c'est vachement cool. Je vous propose de vous les présenter tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai lues. Ça paraît plus simple. La première lecture, la toute première lecture de 2025, c'était Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, publié chez Calman Levy. C'est un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition puisque je suis partenaire avec Calman Levy et franchement c'était trop bien. J'avais déjà une expérience avec l'écriture de Johanna Gustafsson puisque j'avais lu, le titre est hyper long, je sais qu'en poche ils ont renommé ça La Folie parce que c'était trop long, et c'est Te tenir la main pendant que tout brûle ou regarder que tout brûle, bref il est très long ce titre et j'avais bien aimé, mais il y avait un truc qui avait fait que voilà, j'avais bien aimé mais ça n'avait pas été un coup de cœur et donc j'en attendais un petit peu quand même de cette lecture puisque en plus c'est un thriller qui s'inscrit vraiment dans la vibe nordique et c'est le genre de thriller que j'aime beaucoup, ça avec les thrillers psychologiques, j'aime beaucoup ça. Et du coup en fait on va suivre deux enquêteurs, un qui est suédois puisqu'on est donc en Suède, qui va être chargé de l'enquête qui va démarrer avec la découverte d'un cadavre habillé des habits traditionnels de Sainte-Lucie. Et alors ça peut paraître déjà très bizarre, mais en plus 20 ans auparavant il s'était passé la même chose avec une jeune fille. On pensait avoir élucidé le meurtre, mais le fait qu'il y ait un autre meurtre similaire, et ben ça fait un peu rouvrir l'enquête. Et en parallèle vous avez la policière Maya qui elle est mariée, enfin était mariée plutôt, et suite à quelque chose qui s'est passé, elle s'est exilée dans la maison de ses beaux-parents qui donc sont suédois mais qui sont morts depuis, et elle va, par l'intermédiaire notamment d'une personne un peu haut placée, elle va accompagner un petit peu l'enquête, pas totalement travailler ensemble de A à Z avec le commissaire suédois, mais elle va quand même vachement apporter sa pierre à l'édifice. C'était haletant, c'était au niveau de l'ambiance parfait, on était vraiment dans la Suède, dans le froid, dans voilà ce côté un petit peu distant des Suédois qui sont pas hyper chaleureux. Ça veut pas dire qu'ils sont pas gentils, mais ils sont, voilà, en public, ils sont pas très chaleureux et je trouve que ça s'inscrit d'autant mieux dans cette ambiance un peu nordique, un peu tendue, un peu froide, et on va avoir ce côté un peu cold case et tueur en série que j'aime beaucoup. Ce sont deux thématiques que j'aime bien et du coup quand je les retrouve dans des romans je suis assez contente. La résolution je l'ai vue venir mais vraiment à la toute fin, donc au final c'est comme si je m'étais laissée berner et globalement je trouve que c'était vraiment un très bon roman. Si vous êtes sensible aux violences faites notamment aux femmes par les hommes dans l'intimité, attention parce que voilà il y a des trigger warnings, je sais pas s'ils les ont mis eux dans le roman, mais je préfère vous le dire, voilà, si vous êtes sensible à ça, attention parce qu'il y en a dedans. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment hyper chouette et je lirai avec grand plaisir L'île de Yule de l'autrice qui est sortie en poche depuis, donc je pense que j'achèterai en poche, peut-être au Quai du Polar si j'arrive à la rencontrer, si elle est là, et je peux que vous conseiller ça si vous cherchez un bon thriller qui se passe vraiment dans les pays froids pour la période glaciaire qu'on a en ce moment. Très chouette. Ensuite j'ai lu ce petit graphique qui s'appelle Les Lumières du Grand Nord de Malin Falk. Elle c'est une norvégienne à la base, c'est une illustratrice norvégienne qui donc a créé ce roman graphique qui a été traduit du coup en français. Et là on est vraiment sur du roman graphique qui tend un petit peu sur la BD, mais surtout on est en plein dans la culture norvégienne, que ce soit au niveau des tenues, puisque j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une époque très contemporaine. Je vais vous montrer, vous allez voir. Ils sont tous habillés un peu comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'électricité, mais pas des masses. Que c'est pas non plus, voilà... Là on a une calèche, enfin vous voyez, je pense que c'est pas une époque contemporaine. Et en plus du coup de la culture norvégienne, on a également la culture un peu viking avec tout ce qui est les légendes des créatures nordiques, donc les elfes, les trolls et compagnie, mais également on a une bande de vikings qui sont juste là, je les ai trouvés, avec le dracard et tout machin. Et ce roman c'était très chouette. Alors c'est vraiment le début, donc on est en toute surface, mais ça m'a énormément fait penser à Peter Pan, tout simplement parce que vous avez cette jeune fille qui arrive pas trop à trouver sa place dans la société et qui va être pas enlevée mais qui va suivre un jeune homme un peu espiègle et malicieux à travers un portail pour arriver du coup dans cette fameuse dimension parallèle où vous avez un groupe de trolls, donc un petit peu comme des enfants, vous voyez, des petits qui sont gouvernés par ce personnage mystérieux. Vous avez énormément de rapports avec la nature, vous avez une bête vraiment qui fait peur, mais qui ne semble qu'attaquer qu'un groupe de méchants humains
adultes qui sont donc les Vikings. Et ce côté un petit peu, ils attaquent que le groupe d'adultes un peu méchants, bah, ça me fait beaucoup penser aux pirates dans Peter Pan. Donc vraiment je trouve qu'il y a une vibe Peter Pan mais à 1000%. C'est ce qui m'a fait un petit peu aussi sourire parce que j'aime beaucoup Peter Pan à la base. Donc bah voilà, j'ai passé un très beau moment, c'était très chouette. J'attends la suite parce que c'est quand même très introductif, c'est jeunesse mais les dessins sont très beaux. Et donc voilà, je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé, alors là je sais plus si la vidéo est déjà sortie ou si c'est la prochaine que vous allez voir, mais j'ai terminé Les Détectives du Yorkshire, le tome 10 donc de Julia Chapman, publié chez La Bête Noire. Et si je vous dis la prochaine vidéo, c'est parce que je vais reprendre les sagas en série et que je vous ai déjà tourné en fait le saga en série sur Les Détectives du Yorkshire, mais à l'heure où je tourne là, je ne connais plus mon planning de visionnage. Soit vous l'avez déjà vu, soit vous le verrez bientôt. C'est une saga de Cozy Mystery que j'aime tout particulièrement, avec un duo d'enquêteurs qui est très attachant, avec ce petit village où vous avez chaque personnage, chaque habitant en fait qui a son utilité, qui a son côté très attachant, qui va être drôle. Vous avez vraiment ce côté un petit peu famille dans ce village où tout le monde se serre les coudes, où tout le monde est là les uns pour les autres et où vous avez du coup Samson et Delilah qui vont mener l'enquête à chaque fois. L'intrigue fil rouge est déjà clôturée dans le tome d'avant, donc là on est vraiment sur la fin des intrigues personnelles et c'est la première fois que je trouve qu'une série se termine vraiment au bon moment, dans les bonnes conditions et que je trouve la fin géniale. Alors je parle de séries qui sont longues, pas de duologie ou trilogie, parce que ça en général c'est pensé par l'auteur pour être une duologie ou une trilogie. Là je vous parle vraiment des longues séries qui parfois ne savent pas s'arrêter. Donc là j'ai trouvé que c'était parfait. J'ai même versé ma petite larme, si vous dire à quel point j'étais émue de cette fin. Ils vont vraiment me manquer, ça c'est, il n'y a aucun doute. Et ce tome là, parce que là je vous fais pas le saga en série, je parle vraiment que de ce tome, j'ai trouvé vraiment très bien fait. On retrouve tous les personnages, tous, ceux qui sont encore en vie du moins, ils ont tous une utilité, on va tous leur dire au revoir, on va tous les revoir. Et cette fin était parfaite. Et vraiment je peux que vous recommander de lire cette saga. Et rendez-vous dans ma vidéo saga en série pour en connaître plus sur la saga. Mais voilà, moi je l'adore d'amour. Là où par contre la fin de saga a été un peu plus amère, c'est Ruthless Vows. La version française, je crois que c'est Serment impitoyable chez De Saxus. C'est la fin de Lettres d'enchantement. La fin donc de Divine Rivalité. On est sur un monde un peu fantastique avec une guerre qui ressemble un petit peu à la Seconde Guerre mondiale. Sauf que les chefs de guerre, entre guillemets, ce sont des divinités. Vous avez Dacre et Enya. Et du coup en fait chaque camp d'humains va se battre pour une divinité mais sans trop vraiment savoir pourquoi, c'est juste voilà, ils doivent se battre pour eux. Et vous avez Iris et Roman qui sont des reporters de guerre qui vont s'écrire via des machines à écrire un peu magiques et il faut qu'il y ait une armoire aussi pour pouvoir envoyer les lettres. Et au début ils savent pas trop qui est qui, enfin Roman il sait qui est Iris mais pas le contraire et ils s'envoient des lettres un petit peu en se confiant, en disant tout ce qu'ils ont sur le cœur parce que c'est anonyme. Et c'était un roman, le tome 1, que j'avais adoré, je l'avais trouvé très beau, très poétique et vraiment très chouette. Malheureusement ce tome 2, alors la faute peut-être à une fatigue sur la fin de la semaine parce que c'était une semaine où je devais monter beaucoup de vidéos, des vidéos très longues parce que les vidéos de début d'année elles demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup j'avais plus d'énergie le soir. Peut-être que j'aurais dû juste en fait pendant la semaine le poser, le reprendre pendant le week-end, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un ventre mou à un moment et j'ai pas pu passer au-delà de ça. Après c'était pas une torture mais c'était difficile de reprendre ma lecture, de me remettre dedans, j'avais pas franchement envie, j'aurais dû l'abandonner. Honnêtement j'aurais dû l'abandonner, mais il est tellement beau que j'ai pas voulu, mais j'aurais dû. J'aurais dû et ce qui me rassure c'est que je suis pas la seule à penser ça, donc ça veut dire que c'était peut-être pas que ma fatigue, parce que ce serait dommage sinon, mais vraiment j'ai été un peu déçue. J'étais un peu déçue de ce tome là. La fin était peut-être un peu plus palpitante, mais j'avais envie de dire tout ça pour ça. Voilà, j'ai trouvé que l'intrigue avec les dieux et tout finalement avait pas... C'était pas exceptionnel et même si les lettres que Roman et Iris s'envoient étaient magnifiques, ça j'ai un petit peu aussi réchauffé du coup par rapport au premier tome. Le premier tome c'est vraiment la découverte et le problème c'est qu'après il faut enchaîner sans faire de redites et là j'avais l'impression que c'était un petit peu quand même de la redite, donc voilà c'est dommage. C'était pas mauvais mais j'ai pas réussi à vraiment me mettre dedans et c'est hyper dur pour moi parce que vraiment ça fait partie des plus beaux livres de ma bibliothèque, donc ça me fait un petit peu mal au cœur, vous voyez. Mais en tout cas voilà, c'est une nouvelle saga aussi de terminer, ça fait déjà 2 et là on était sur même pas les 10 premiers jours du mois, autant vous dire que j'ai bien charbonné. Là je vais pas faire par ordre chronologique puisque je vais garder mon deuxième coup de cœur pour la fin puisque je vous l'ai pas dit, mais mon premier coup de cœur c'était évidemment ce tome là,
puisque c'était génial, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai oublié de le dire. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à le dire, mais c'était évident. Donc je vais garder le deuxième coup de cœur pour la fin. J'ai abandonné le 12e chapitre de Jérôme Loubry, publié chez Le Livre de Poche, qui est un thriller où en fait vous avez deux hommes qui, gamins, allaient un petit peu au même endroit en vacances. Depuis, l'un est devenu auteur et l'autre est son éditeur. Et il s'est passé un truc avec une petite fille à la fin des années 80 qui les a un petit peu troublés et ils n'ont jamais vraiment su ce qui s'était passé. Et du jour au lendemain, ils reçoivent des enveloppes avec des chapitres qui correspondent au récit de ce qu'ils ont vécu et qui seraient apparemment susceptibles de leur révéler la vérité sur ce qui s'est effectivement passé. Voilà, j'ai tenté, hein. Il fait 300 et quelques, je suis allée jusqu'à la page 180 et quelques, je pense. J'ai pas réussi. Autant Jérôme Loubry, je l'aime beaucoup et il y a beaucoup de ces titres qui ont vraiment marché chez moi, mais celui-ci, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Les chapitres m'emballaient pas et je trouvais que le truc d'à côté était bizarre, il y avait plein d'interrogations. Il y avait aussi, dès le départ, ça m'a un peu saoulée, genre vous avez la femme de l'écrivain qui quitte la maison parce que l'écrivain pendant une semaine il a été incapable de penser à autre chose que de ce manuscrit. Mais enfin, moi si mon futur mari il reçoit comme ça un truc hyper choquant, hyper intriguant, bah je vais l'aider à démêler le vrai du faux, je vais essayer de mettre en place des protections parce que j'aurais peur pour sa vie, enfin, mais je vais pas partir en mode tu ne penses qu'à ça, je ne peux plus le supporter, je m'en vais. Déjà, j'étais là genre, ça fait pas un peu cliché quand même, et puis c'est pas un peu invraisemblable, un petit peu quand même, hein. Vous allez pas me dire, personne ne réagit comme ça, dites-le moi, mais personne ne réagit comme ça. Bref, déjà dès le début j'étais là genre, et du coup, bah... J'ai pas réussi à m'y mettre dedans et je suis la première déçue parce que j'arrête pas de vous dire que Jérôme Loubry je l'aime beaucoup en thriller et tout, mais celui-ci il a vraiment pas marché chez moi et je l'ai trouvé long pour pas grand chose. Je vous avoue que lorsque j'ai décidé de l'arrêter, je suis allée voir les derniers chapitres, j'ai lu les derniers chapitres et ça m'a pas convaincue, donc je me suis dit que j'avais bien fait de l'abandonner. Donc voilà, malheureusement celui-ci ça ne passera pas, tous les autres ont marché plus ou moins, mais voilà, faut bien qu'il y ait des exceptions parfois. Et on va passer à mon deuxième coup de cœur de ce début d'année, dis donc, vraiment deux coups de cœur dès début janvier, c'est quand même assez fou. Et il s'agit tout simplement de The Hunger Games de Susan Collins, publié chez PKJ. Sans grande surprise parce que j'aime tellement les films que ça n'étonne personne, mais vraiment j'ai été très étonnée puisque j'ai trouvé que l'adaptation était hyper fidèle. Vraiment, elle est très fidèle. Il y a peu de points qui diffèrent et la majorité des points qui diffèrent proviennent, je pense, du fait que ici, on est à la première personne, donc on est vraiment dans la tête de Katniss. Tandis que dans le film, on a un observateur en fait. Donc déjà, c'est différent. Et même si on suit Katniss, voilà, il y a des choses qu'on ressent différemment. On n'est pas dans sa tête, on n'entend pas ses monologues. Et puis, il y a certaines scènes qui ont été légèrement réarrangées pour que ce soit un peu plus rapide. Mais honnêtement, malgré ça, je trouve que c'est une des meilleures adaptations qui a été faite d'un roman. Je la trouve vraiment très fidèle. Du coup, bah en fait, vu que j'adore les films, forcément le livre il m'a plu. D'autant que bah, le fait voilà, d'être dans la tête de Katniss, ça rapporte des choses supplémentaires, des choses qu'on voit pas forcément à l'écran, qui se devinent, mais qu'on a vraiment confirmation dans les livres. Ça permet d'être encore un petit peu plus immergé dans l'arène, puisque évidemment on a plus de descriptions, on a certaines scènes en plus, notamment la scène des chiens à la fin est bien différente dans le livre, enfin bien différente, elle est un peu différente dans le livre, mais je trouve que c'était encore plus, du coup, sanglant, encore plus dur et encore plus horrible, les choses qui étaient dans le livre par rapport au film, c'était plus soft dans le film. Et aussi ce côté première personne, je trouve que ça a renforcé la tension, le suspense, la peur, la survie en fait tout simplement, puisque bah, vu que c'est à la première personne, on se met dans la peau du personnage vraiment, tandis que quand c'est à la troisième personne, on a une espèce de distance. Moi personnellement je préfère la troisième personne, mais là je trouvais que c'était hyper bien fait que du coup ce soit la première personne, ça renforçait vraiment ce côté survie en fait tout simplement. Et bah petit bonus, je l'ai écouté en audiobook et c'était narré par la voix française de Katniss, donc j'avais vraiment l'impression d'y être. Là vraiment j'étais en tension totale. Le moment où elle a la boule au ventre et qu'elle s'apprête à rentrer dans l'arène et qu'elle est dans le tube et tout, je me rappelle, hein, j'étais dans le tram et j'étais là genre quel enfer, mais que si j'étais à sa place, mon dieu, mais dans quel état je serais. Et c'était très chouette d'avoir cette réflexion là, parce que ça voulait dire que j'étais vraiment à fond et vraiment j'ai passé un hyper bon moment d'écoute, lecture slash avec ce titre. Si jamais ça vous intéresse de lire la suite, sachez que j'organise une lecture commune sur toute l'année sur mon Discord, donc le deuxième tome est prévu pour mars. Mars est d'ailleurs la date où PKJ a annoncé qu'il sortirait le nouveau préquel, donc
je réorganise mon planning. Mars ce sera le 2e tome, mai ce sera le 3e tome, juillet ce sera le 4e tome et du coup septembre ce sera le dernier préquel. Je me dis septembre c'est bien, comme ça il y a quand même le temps que les gens puissent l'acquérir. Donc si jamais ça vous intéresse, je fais une lecture commune sur toute la saga sur mon Discord. Le tome 1 est en cours pendant tout le mois de janvier parce que ce sont des lectures communes très chill, il n'y a pas de date, c'est chacun lit comme il veut, quand il veut. Il y a juste des découpages par salon pour pouvoir discuter des chapitres, mais sinon c'est vraiment chacun fait comme il veut. Si ça vous intéresse, le lien de mon Discord est en barre d'infos et vous êtes toujours les bienvenus. Si vous voulez le lire avant la fin du mois, c'est encore possible. Si vous voulez nous rejoindre pour les tomes suivants ou même juste pour le dernier tome, vous pouvez, la porte est ouverte. Donc voilà, gros coup de cœur. Et c'en est tout pour ces premières lectures de 2025. Comme vous l'avez vu, vraiment ça a été globalement quand même de très bonnes lectures. Il y a eu un abandon, une déception, mais tout le reste c'était hyper chouette. Donc je suis très satisfaite de ce début d'année, je trouve que ça commence très fort. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que je vous ai présenté qui vous tente, ou si vous avez lu Hunger Games, n'hésitez pas à me le dire aussi si vous avez aimé, bref, comme vous le souhaitez. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji loupe ou enquêteur pour les détectives du Yorkshire, parce que vraiment cette fin de saga, incroyable. Et puis évidemment je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo, et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.